Bonjour à tous. On va commencer donc ce comptoir octo sur le RAG, donc pour quelque chose qui est assez connu aujourd'hui maintenant sur cette thématique IA générative, où l'idée est de connecter justement ces modèles à des données ou des services, en tout cas, mais à des données externes à ces modèles. Donc, rapidement, donc, je travaille à Octo Technologies, je dirige les sujets sur l'IA générative, donc Nicolas Cavallo. Octo est un cabinet de conseil qui appartient à Accenture. On est à peu près 900 consultants sur cette thématique. Euh, Ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui, c'est sur de RAG, l'objectif, c'est ce qu'on est en train de construire ces derniers mois, principalement sur l'IA générative et sur ces modèles de langage qui sont apparus depuis quelques années. Pour certains avaient déjà assisté à ce comptoir qu'on avait fait sur ChatGPT. Mais ça, c'est un cas d'usage qui émerge aussi depuis quelques années, mais qui clairement émerge depuis 6 mois. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est un petit une petite répartition en 5 points. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le RAG? J'imagine, c'était comme les LLM qui sont devenus un vocabulaire connu, hein. Parler des LLM, c'est devenu connu. Aujourd'hui, peut-être que parler de RAG, c'est quelque chose qu'on est censé connaître. En tout cas, donc qu'est-ce que le RAG? Ensuite, j'ai voulu vous faire une petite partie sur qu'est-ce qu'un bon RAG, en tout cas, comment on se permet de dire, ah, ça, c'est un bon RAG. Et une fois qu'on aura cette méthodologie, on, on pourra se lancer. Et donc, du coup, bah, quelle est la démarche pour construire son RAG, parce que, comme vous allez le voir, c'est quelque chose d'assez... Si ça marche, c'est parce que on peut le construire très, très rapidement. Ensuite, je vous ferai quelques petits retours d'expérience assez rapides et je finirai par quelques convictions sur le futur du RAG, parce qu'on me pose souvent la question, mais le RAG va disparaître, cette thématique va disparaître, ça va tellement vite. Donc, je vais essayer de vous donner en tout cas ce qui pourrait arriver dans les prochains mois, voire années. De toute façon, dans 2 ans, on ne sait pas ce qui va se passer, ça, c'est une évidence, mais en tout cas, je pense que c'est important de se positionner sur dans 6 mois, dans un an. Donc c'est parti, ce fameux RAG, ce Retrieval Augmented Generation. Donc, en une phrase, en tout cas, ce que vous devez voir ici, c'est qu'il y a d'abord une partie augmentée, donc on va augmenter les modèles de langage, ces fameux LLM. Et puis il y a une partie retrieval où l'idée, c'est je vais aller chercher de l'information, donc des données. Donc souvent on dit, bah voilà, je vais pouvoir me connecter à de la donnée qui peut être privée, à jour, etc. Mais je vais aller chercher de l'information. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un agent conversationnel qui est à jour, qui comprend ma donnée, mon vocabulaire d'entreprise, qui peut interagir avec des données sensibles et stratégiques et réduire très 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 fortement les hallucinations. Donc cette problématique qui apparaît souvent dans les modèles, pour ceux qui utilisent des modèles de langage comme ChatGPT, etc. Les hallucinations, c'est il nous dit quelque chose, mais en fait ça n'existe pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose donc, qui est assez intéressant, et en plus on peut le construire très rapidement, et c'est ce qui fait qu'on en met partout. On en met partout. Même le Gartner, dans sa Hype Cycle, nous l'a mis en 2023 sur le Generative AI, donc nous parle de Retrieval Augmented Generation, donc quelque chose qui va assez vite. Quand OpenAI lance ses GPTs, donc on est en novembre, depuis la semaine dernière, si vous le savez sans doute, le GPT Stores est apparu, donc du coup, il est public, en tout cas pour ceux qui payent pour l'instant pour l'abonnement, mais vous pouvez créer des custom chat GPT sur plein de thématiques. Et si vous en créez un, donc si vous créez ces fameux GPTs, vous en créez un custom, bien évidemment, vous pouvez donner des noms, des descriptions, etc. Et puis vous avez cette partie-là, knowledge, où là, c'est pareil, c'est un RAG. C'est-à-dire, vous pouvez donner plein de contenu et ils vont pouvoir l'utiliser. Donc, même dans les GPTs, vous avez une de ces fonctionnalités, c'est du RAG. Quand Google aussi, hein, Google s'y met, hein, quand Google Bard, je crois qu'on était cet été, hein, ou un petit peu après, ajoute la fonctionnalité de répondre en se basant sur le contenu des vidéos YouTube. Alors, sur OpenAI, ça faisait un petit moment qu'on pouvait le faire aussi, mais ça aussi, c'est du RAG. Pourquoi? C'est très simple. Vous avez votre solution et c'est juste ce qui se permet de dire les données qu'il va récupérer. Là, c'est les sources. C'est YouTube, donc les différentes vidéos. Et juste pour l'histoire, il va utiliser la transcription. Donc la transcription, c'est du texte. Ça dit juste entre la première minute et la 1 minute 30, voici le texte, etc., etc. Et du coup, on va pouvoir discuter avec les vidéos. Donc, on commence à en mettre partout. Ça, c'est assez clair. Maintenant, techniquement, comment ça fonctionne? Si je vous mets
l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est une réponse contextualisée. C'est un des premiers points. Donc, si je vous mets un exemple avec ChatGPT 3.5 sans RAG que vous voyez à gauche, si je lui demande c'est quoi le RAG sur ChatGPT, vous vous retrouvez avec le terme RAG, etc. C'est rapport annuel de gestion, risque aggravé de garantie, etc. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout dans notre contexte. Alors que si je lui demande avec le RAG, c'est quoi le RAG, là tout de suite, donc là je l'ai appelé OctoGPT, mais il me donne un contenu assez intéressant. Et sa source, je lui ai juste dit, tu te bases sur les pages web, le blog d'Octo, donc tous les articles d'Octo. Donc normalement, c'est un contenu, c'est intéressant, c'est un article que j'avais écrit avec Florian. Euh, c'est à peu près ma vision, c'est une vision qui était écrite là-dedans, alors elle est un peu vieille maintenant, mais du RAG. Et là, ça fonctionne. Et en fait, pour construire ça, c'est très simple. C'est globalement trois étapes. Une première qu'on a souvent tendance à appeler l'ingestion, etc. Donc, c'est qui se fait un petit peu en amont. Vous avez une source, c'est des documents. Je vous ai toujours parlé de sources. Des documents, ça peut être du texte, ça peut être de l'image, de la vidéo, etc. Mais pour l'instant, on peut rester sur le fait, c'est du texte. Ce qui va se passer, c'est qu'on va répartir ce texte en sous-parties. Donc, souvent, on parle de chunks, donc dans des petits passages. Et chacun de ces passages vont passer dans un modèle qu'on appelle souvent LLM embedding. C'est un modèle d'embedding. Alors, en vrai, c'est des modèles de langage aussi, mais des modèles qui transforment du texte en un vecteur. Alors, d'une certaine taille, mais en un vecteur. Et donc, il faut juste faire confiance pour le moment. Je n'aurai pas le temps de décrire comment ça fonctionne, mais ces modèles d'embedding, ils ont un objectif qui est de l'information utile dans ces vecteurs. Mais admettons, si ces vecteurs ils sont de taille 1024, vous avez un passage de texte qui est transformé dans un vecteur de taille 1024. Et c'est là qu'arrivent ces fameuses bases vecteurs qui sont un peu à la mode. C'est qu'on va stocker juste ces vecteurs dans ces bases vecteurs. Donc on va juste dire passage 1 du document 1, etc. Voici son vecteur. Et donc une base vecteur, c'est juste on sauvegarde ces informations-là. Et lorsqu'on va rechercher, dans la phase de recherche, donc ça va être la question qu'on peut poser quand vous posez une question, donc par exemple à ChatGPT, etc., donc ces fameux prompts. Donc on va poser une question, il va se passer la même chose. On va créer l'embedding aussi de cette question. Donc ça peut être le même modèle, ça peut être un différent. On va se retrouver du coup avec un vecteur d'une certaine taille. Et pour ceux qui connaissent, on peut tout à fait du coup faire des calculs de distance pour savoir quels sont les passages, en tout cas les chunks, qui peuvent être les plus liés à cette question, en tout cas pour essayer de répondre à cette question. On va les récupérer et on va faire ce qu'on appelle du prompt engineering. Donc, on va essayer de travailler le prompt. Pourquoi? Parce qu'on va faire appel à un modèle, cette fois que je vais appeler LLM Text. Donc, c'est ces fameux agents conversationnels comme GPT 3.5, GPT 400 en est un, Mistral. Ce sont des gros modèles de langage qui permettent, notamment, on leur rajoute un alignement, donc qui permettent d'être des bons agents conversationnels. Et on fait du prompt engineering. Pourquoi? Parce qu'en fait, on lui dit, tu vas répondre à cette question, sachant le contexte, donc c'est les différents passages qui sont ramenés, c'est du texte, et ensuite on lui donne un rôle, et il va répondre en se basant sur les références qu'on donne. Et donc on se retrouve rapidement avec quelque chose qui fonctionne dans notre contexte. Je vous donne un exemple. Si je repose c'est quoi le RAG, ma question, ce qui va se passer, c'est qu'il va voir, tiens, je vois dans les sources que tu m'as données, qui étaient tous les articles de Blog Docto, ah, je vois, il y a un document où il y a des passages qui me semblent être utiles, où ça parle de RAG, de retrieval, etc. Ces passages sont ramenés et on va construire ce fameux prompt. Donc ça, c'est caché hein, pour vous, bien évidemment, où on donne un rôle, on lui dit, tu es un assistant qui répond à partir des références suivantes, etc. Les références, on va les donner, on va écrire les passages du blog, on peut même mettre tout l'article si on veut, et on lui dit, tu réponds à la question suivante. Et la question, c'est quoi le RAG? Et donc, tout ça, vous voyez, ça fonctionne assez rapidement, il n'y a pas de fine-tuning, etc. On peut le construire en quelques minutes. Et ça répond, du coup, le mot RAG, qui peut-être que, alors ça existe en 2021, mais ça, aujourd'hui, mon modèle fonctionne assez bien. Et si pour mes équipes, je change la description de ce que c'est le RAG, le modèle va en tout cas se baser sur cette référence et va être à jour. Donc ça, c'est un peu l'idée principale du RAG, et et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Maintenant, la question, c'est comment je fais un bon RAG? Pour ceux qui ont fait du machine learning, euh, la priorité en machine learning, en tout cas, notamment dans l'apprentissage supervisé, c'est qu'il faut être capable d'évaluer. Et ça, c'est vraiment la priorité, euh, parce qu'on ne peut pas dire si c'est un bon RAG ou si c'est un mauvais RAG si on n'est pas capable d'évaluer. Donc, il y a une première partie, c'est l'évaluation. C'est la chose la plus
importantes si on parle de la qualité de ces projets RAG. Si je garde cette même structure, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a deux composants à étudier. On parle souvent de la partie retriever, donc c'est l'idée de je dois ramener de l'information, des documents, des informations utiles liées à cette question. Et la partie génération, c'est je génère une réponse. Donc il y a ces deux parties. Et vous allez voir, c'est complexe. On le dit souvent, c'est complexe, notamment avec ces modèles de langage. C'est complexe parce que si je repose cette même question, la même question que tout à l'heure, c'est quoi un RAG? Ce que vous voyez, c'est que dans la partie retriever, deux documents différents peuvent contenir une information qui est en tout cas suffisante, qui permet de répondre. Bah, s'il ramène un article que j'avais écrit par exemple avec Florian alors là, sur le RAG, très bien, mais on a un autre article par d'autres collègues Octo, Aurélien, Philippe, qui parle des bases de données vectorielles et qui à un moment parle du RAG. Et bien avec ces deux articles qui sont différents, avec deux visions peut-être différentes, mais qui sont quand même très très proches, ben, on peut se retrouver dans la partie génération avec deux réponses dont la formulation, les mots sont peut-être totalement différents, mais qui peuvent contenir une réponse qu'on va considérer comme acceptable. La première partie, bon, ben, moi je vais la préférer parce que c'est basé sur mon article, mais la deuxième est tout à fait juste aussi. Donc là, vous avez la difficulté, c'est que sur la partie retriever ou la partie génération, ben, qu'est-ce que la bonne réponse? Ça, c'est assez compliqué. Parce que plein de variantes peuvent amener à une réponse qu'on va considérer comme correcte. Donc, c'est un domaine en pleine évolution. Donc, comment on définit les métriques? Ce qui évolue fortement, c'est qu'on est en train d'ajouter des méthodologies d'évaluation qui utilisent des LLM. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est qu'on va utiliser un LLM comme juge. Donc, souvent, on a tendance à utiliser GPT-4 parce que c'est un peu le meilleur, mais c'est complexe parce qu'en fait, on se crée une dépendance à un autre modèle. Donc, ça, c'est ce qui est un peu à la mode. Et vous avez notamment des frameworks qui émergent. Et je vous donne quelques exemples. Alors, ce n'est pas le principal TrueLens, mais c'est juste que je me suis basé sur leur image parce que on le présente souvent comme ça, la problématique. Dans l'évaluation, il y a deux, trois artefacts. En tout cas, il y a l'artefact, vous avez votre query, votre requête, le contexte et la réponse. Vous avez ces objets-là, vous êtes capable de l'avoir, hein. C'est-à-dire qu'il y a une question, c'est du texte. Le contexte, c'est tous les documents qui ont été ramenés. Et la réponse, c'est le texte qui a été généré. Et en fait, souvent, on doit essayer d'évaluer, OK, est-ce que le contexte qui a été ramené est pertinent pour la requête? Est-ce que la réponse qui a été générée est bien contenue dans le contexte que je lui ai donné? Et est-ce que la réponse que vous avez reçue est bien pertinente par rapport à votre requête? Et finalement, il va falloir, souvent, on va devoir évaluer ces trois trucs en parallèle. Alors souvent, on parle de fidélité aussi en dessous. Donc, dans l'évaluation, il y en a un autre qui émerge pas mal, qui est beaucoup plus connu, s'appelle Ragas, qui prend justement en compte ces différents axes d'évaluation. Et je me suis permis de vous le mettre parce que vous avez donc la partie génération et la partie retriever. Je vous donne l'exemple, ça c'est ce qu'ils avaient mis. Ben voilà, on doit étudier la fidélité, la pertinence de la réponse dans la partie génération. Et dans la partie retriever, la pertinence du contexte et le rappel du contexte. Et je me permets juste donc ça, c'est la seule slide un peu complexe et lourde. Ne lisez pas tout. On va juste se mettre sur, par exemple, la fidélité. Vous comprenez la complexité qu'on est en train de créer sur l'évaluation et pourquoi c'est pas si simple. En fait, sur la fidélité, par exemple, ce que propose Ragas, qui est assez intéressant, c'est on va mesurer la précision de la réponse générée par rapport au contexte fourni. Ça, c'est important parce qu'on veut vérifier que le modèle ne se base que sur le contexte qu'on lui donne. En gros, la méthodologie, c'est, OK, je prends une question et une réponse générée. Donc, vous posez c'est quoi le RAG, il me répond un texte. Pour chacun de ces couples, je vais utiliser un modèle de langage, c'est-à-dire par exemple GPT-4, je vais lui demander, tiens, dans cette réponse, dis-moi tous les insights, toutes les affirmations que tu repères là-dedans. Et donc, il va nous donner une liste. Ah, bah, je vois il a donné cette information et cette information. Et sur chacune de ces informations, je vais encore redemander un modèle comme GPT-4 de vérifier que ce contenu est bien contenu dans le contexte. Et après, on fait un petit score, on divise bah, tous ceux où c'est bien, toutes les idées qui sont bien contenues dans le contexte, ça nous permet d'avoir un score, un ratio. Et donc, imaginez, vous avez la même chose sur la pertinence de la réponse, le rappel du contexte, etc. Donc, on se crée une dépendance à des modèles de langage qui coûtent cher en plus, mais c'est ce qui est en train d'émerger parce que c'est, comme vous l'avez vu juste avant, l'évaluation n'est vraiment pas simple. Et en plus, ça, c'était juste la qualité.
Ça, c'était juste la qualité. En fait, il y a des évaluations à plusieurs niveaux. Là, je vous ai parlé de la qualité de la génération de retriever. Ce qui est important, c'est aussi, il y a des sujets de sécurité sur ces projets. Est-ce que je suis pas soumis à des problématiques de prompt injection ou de gestion des accès? Parce que si je donne accès, peut-être que Nicolas, il a le droit d'accéder à ces documents, mais peut-être que la personne à côté de moi qui va reposer la question n'aura pas accès à ces documents, n'a pas accès aux mêmes documents. Donc, il y a des problématiques d'accès à des informations, il y a des problématiques d'infrastructure, de latence, etc. Parce que je peux mettre un énorme modèle, j'aurai une meilleure réponse, mais peut-être que si la réponse elle met 15, 20, 30 secondes, ce n'est pas suffisant, c'est trop long. Puis vous avez aussi des sujets de responsabilité, donc bien évidemment d'impact carbone, d'impact environnemental, on va en parler rapidement tout à l'heure, mais aussi de biais de modération. Est-ce que si la question est posée par un homme ou par une femme, est-ce que la réponse est la même? Dans certains cas d'usage, notamment dans le service public, etc., on veut bien vérifier qu'il n'y a pas cette problématique, et donc il y a des fois des garde-fous à rajouter. Et je me permets de vous mettre un retour d'expérience qu'avait diffusé OpenAI, parce que je trouve que je suis à peu près aligné avec ce qu'ils disent. Je vous mets les liens à chaque fois, hein, mais c'est que ça paraît simple, le RAG, mais en vrai, c'est très très difficile et ça nécessite vraiment beaucoup d'itérations et de tests pour faire en sorte que ça fonctionne réellement. Et ils avaient publié en novembre cette image, donc leur success story, comme ils disent, qui est assez intéressante et que je défends largement. Ce que vous avez, c'est que globalement, ils disent bah, comment ils ont essayé d'améliorer leur RAG, d'avoir quelque chose qui fonctionnait bien. Bon, déjà, on voit qu'ils ils évaluent. Alors, ils ne sont pas très, très clairs sur la méthodologie, mais voilà, je suis pertinent à 45, X%. Et surtout, ce que vous voyez en bas, c'est leurs itérations. Bah, au début, j'ai ajouté ces problématiques, j'ai essayé de faire du re-ranking, d'ajouter tout plein de features, complexité, comme on va le voir, pour essayer d'améliorer ce résultat. Et je vous amène à ce qu'ils diffusent aussi, je trouve ça assez intéressant, c'est qu'ils arrivent, ils le disent, hein, on arrive à 98% d'accuracy sans fine-tuning. Et d'ailleurs, c'est ce ils ont fait des fine-tuning de modèles d'embedding, ils disent, mais en fait, ça apporte quasiment rien dans notre problématique, et c'est trop coûteux. Le problème du fine-tuning, c'est très coûteux à maintenir, donc faut vraiment l'avoir en tête sur mon cas d'usage. Si je suis capable d'avoir 98% d'accuracy, c'est déjà bien. Est-ce que je me permets de fine-tuner, etc. Et justement, cette démarche-là, c'est ce que vous allez devoir faire pour avoir un meilleur RAG en quelque sorte et passer justement, on va dire, d'un RAG basique à un RAG ou d'un RAG simple à un RAG avancé. Donc c'est parti. Globalement, vous avez deux composants, comme je l'ai dit, dans un RAG, la retriever et la génération. Et globalement, on peut aller plus loin sur le retriever. Sur le retriever, je me permets de sortir cette phrase, parce que je l'aime beaucoup. Le retriever, c'est juste un moteur de recherche globalement. C'est je pose une question et donne-moi les documents, les informations qui sont utiles. Donc, c'est pas une base vecteur. Donc, c'est à la mode, les bases vecteurs, mais je vous en ai montré un dans le RAG simple parce que c'est vrai que c'est très à la mode, mais c'est pas obligatoirement une base vecteur. Globalement, ce qui est en train d'émerger, donc c'est pour tous ceux qui ont commencé à faire des RAG, je vous présente ça, c'est qu'on a des étapes qu'on fait avant le retriever ou après le retriever. Et je vous donne un graphique de Langchain, du blog de Langchain, parce que je l'aime beaucoup, pour vous donner un peu les idées de ce qui est en train de se passer. Par exemple, quand on pose une question, maintenant, souvent, on rajoute des étapes de transformation de la query. C'est-à-dire, je vais peut-être reformuler, je vais peut-être essayer d'ajouter des questions, parce que la personne pose jamais bien la question, on pose jamais bien la question, mais je vais utiliser un modèle pour essayer de reposer un peu mieux les questions, pour essayer d'augmenter ces questions. Donc, il y a déjà cette complexité-là. Ensuite, dans la partie retriever, comme je l'ai dit, c'est pas qu'une petite base vecteur. Déjà, on peut rajouter plein de données. On peut être en multimodal, c'est-à-dire qu'on n'a pas que du texte, on peut mettre des tableaux Excel, des images, etc. On peut passer dans des embeddings et stocker dans les bases vecteurs. Mais on peut aussi ajouter, ça commence à se structurer, des bases graphes, des bases relationnelles. Et du coup, quand vous allez poser une question, on a une étape de routing où l'idée c'est, ah, vous demandez le chiffre d'affaires des 2 derniers mois. Ah, du coup, le modèle en déduit qui va devoir requêter plutôt la base relationnelle et il va créer la requête SQL en mode, bon, bah, select, etc., la somme des 2 derniers mois. Et du coup, ça va lui redonner le résultat. Et après, il va générer. Donc, du coup, la source en entrée, c'est pas obligatoirement des documents texte, des documents images, mais ça peut être des bases relationnelles, ça peut être des bases graphes, etc. Et donc, on commence à ajouter cette complexité. Et ensuite, dans le post-retriever, je vous ramène ces informations avant de les envoyer au LLM texte. Il y a plein d'étapes qu'on est en train de rajouter. Notamment, il y a le re-ranking qui semble bien marcher. Ça s'est vu dans OpenAI et nous, dans l'émission, on commence à le voir. J'ai quelques retours
Ils disent que c'est pas mal, bon, il y en a d'autres, mais c'est le re-ranking, par exemple, c'est juste, ah, au lieu de ramener, je ramène 100 documents, ici, j'utilise des modèles pour essayer de dire, tiens, ah, c'est ce document, le 98e, qui semble mieux marcher pour répondre, donc je vais le mettre peut-être en premier, et au final, je n'envoie au modèle LLM Text que 10 ou 15 documents. Mais au moins, ils ont été encore mieux triés. Et ça, c'est toutes ces étapes qui nous permettent, lesquelles on choisit, comme vous l'avez vu, la démarche comme OpenAI, c'est est-ce qu'elles sont utiles, est-ce qu'elles apportent en efficacité. Donc d'abord, il faut évaluer. Mais on a quand même on a accès à plein de méthodologies. C'est de plus en plus complexe de les ajouter, mais en tout cas, c'est pas juste le exam comme on l'a vu. Ça, c'est sur le retriever. Je vous mets aussi sur la génération, vous pouvez en faire plein. Sur la partie génération, je vous en donne juste quelques exemples, hein. Modifier le prompt, hein, le rôle, ça marche. Ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est en fonction des modèles, le rôle peut être différent. Donc, changer de modèle, par exemple, de 3.5 à 4, il est bien meilleur, des modèles Mistral, etc. Il y a aussi une certaine mode sur des modèles un peu plus alignés pour le RAG, parce qu'on utilise des modèles juste pour lui dire, réponds à la question basée sur le contexte. Donc, finalement, on n'utilise pas toute la capacité du modèle, mais on l'utilise pour cette capacité à résumer, à reformuler ce qui est contenu dans le contexte et à ne se baser que sur ça. Donc, on est en train d'avoir des modèles qui sont alignés rien que pour ça ou principalement pour ça. Et on peut aussi ajouter dans cette partie génération des modèles que moi j'appelle souvent garde-fous, des modèles de modération, c'est-à-dire que j'analyse la sortie, peut-être que je dis ah non, c'est mal, il y a des problématiques que je ne veux pas que tu évoques, ou je vais reformuler pour que ça soit un peu plus cohérent, notamment si ça s'adresse à des personnes, si c'est un chatbot que vous mettez face à des utilisateurs, à des clients, vous voulez que la formulation soit bien correcte, et donc du coup vous ajoutez un autre modèle à la sortie pour vérifier tout ça. Il y a des modèles, mais que je trouve un peu coûteuses, c'est on en fait plein. Dans la génération, on va générer 3 réponses et on va voir si c'est cohérent. Et si les idées sont cohérentes dans 2 sur 3 au moins, ça veut dire que c'est bon. Mais si les 3 ont des messages totalement différents, peut-être que je me pose des questions. Donc voilà, vous avez plein de méthodologies. Et ça, c'était le RAG avancé. Je vous mets aussi en avant qu'on parle maintenant des fois de RAG dit modulaire. En gros, c'est pas juste un RAG simple comme on l'a vu, mais ça peut, en fonction de la question, dire, ah tiens, je récupère de l'information, je lis, et puis, ah, je vois qu'il faut que je continue à rechercher de l'information, etc. Donc, ça s'approche un peu des agents autonomes, comme on peut les détailler. Donc, voilà, donc, au cas où, construire son RAG, c'est quelque chose d'assez simple. Ce que je voulais que vous ayez en tête, c'est que c'est un travail itératif. Je vais aller assez vite. Globalement, vous devez valider la valeur potentielle, etc., business, mais d'abord, vous définissez l'environnement technique, les données que vous utilisez, et surtout, vous définissez est-ce que je peux utiliser le LLM texte, quel LLM texte je vais utiliser. Et après, c'est un travail itératif. En quelques semaines, hein, vous passez d'un RAG simple à un RAG avancé. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Et globalement, vous avez plein d'artefacts, comme on l'a vu, où comment je vais construire ce pipeline? Les outils, notamment, ça peut être du LangChain, qui est un peu le principal. La main index est pas mal aussi parce qu'il est spécialisé sur le RAG. C'est des frameworks en Python, mais vous pouvez, au cas où, le faire totalement en Python, juste avec des fonctions, hein. Euh, Ça commence un peu à se structurer, donc c'est un peu moins conseillé, mais LangChain commence enfin. Il y a la 0.1 qui est sortie, ça s'améliore. Et puis, vous avez des artefacts, le LLM embedding, lequel je peux utiliser. J'en ai des open source, j'en ai des externes. Les bases vecteurs, vous en avez plein des possibles, mais ça peut être PostgreSQL et Elasticsearch peuvent être des bases vecteurs, ça marche très bien. Donc, je vous mets des informations, on a même sorti un article là-dessus. Et les modèles LLM texte, vous avez les payants, hein, ChatGPT 3.5, le GPT-4, vous avez les Mistral, etc. Vous en avez énormément des disponibles. Vous choisissez celui qui semble convenir par rapport à vos contraintes. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce que je veux que vous sachiez, c'est que ça peut fonctionner dans un environnement privé. Si je vous mets ce même graphique, les modèles LLM embedding, ça peut marcher sur une machine sans GPU, ça marche très bien. Les bases vecteurs, comme on l'a vu, un Postgre, vous savez très bien le mettre dans votre environnement. Et donc, la seule difficulté, elle est ici, dans ce LLM texte, parce que ça nécessite une puissance de GPU, de capacité GPU, de carte graphique importante. Donc, soit je fais appel à des API externes, mais du coup, c'est de la confiance. Elles peuvent être dans des environnements cloud, on va dire, qui sont dans le nôtre. Mais soit vous pouvez héberger sur vos machines. Par contre, il faut une capacité GPU suffisante. Vous avez des outils de suivi de pipeline qui sont importants. MLflow, Longsmith, Langfuse, qui ont pas mal émergé, qui marchent pas mal. Parce que vous allez le voir, vos chaînes que vous construisez sont de plus en plus complexes. Et donc, il va falloir suivre tout ça, parce que notamment, ça a un coût, et ça a un coût à la fois financier et environnemental. C'est souvent
c'est corrélé hein, principalement. Ce que je veux que vous ayez en tête, c'est qu'il faut mesurer tout ça. Mesurer globalement, ce qui est coûteux, c'est ce LLM texte. Donc si vous mettez un GPT-4, si vous mettez même un Mistral, etc., ça va représenter le coût principal de votre projet RAG. Principalement s'il est fortement utilisé, s'il est très très rarement utilisé, mais globalement, c'est ça qui va composer la majorité du coût. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce coût, il est principalement lié au nombre de tokens. Donc, si je pose la question, c'est quoi la RAG? Ça m'a coûté 7 tokens. Donc, il y aura des optimisations à faire au niveau des tokens. Juste pour un ordre de grandeur, GPT 3.5 Turbo, c'est alors 30 à 10 fois moins cher en fonction du version de GPT-4 que GPT-4. Et vous avez souvent un coût qui est moins cher en input que en output. C'est-à-dire, c'est 2 dollars pour 1 million de tokens, par exemple, pour le GPT 3.5 Turbo. Alors, ça, c'est dû au fait, pour ceux qui avaient suivi les dernières présentations de l'encodeur-décodeur, ce qui est coûteux, c'est finalement la génération. Et en fait, le coût environnemental, il est quand même corrélé à ce coût, mais je vous donne un peu des exemples. On peut essayer de les mesurer, euh, principalement quand c'est des solutions qu'on héberge chez nous. Bah, vous pouvez utiliser des solutions comme Code Carbone pour essayer de mesurer la consommation de l'application. Vous pouvez multiplier par l'empreinte carbone dans l'endroit où se localise. Alors, c'est pas parfait, hein, mais se localise la solution. Par exemple, en France, on dit que c'est combien de CO2, etc., par consommation, ça c'est les chiffres RTE. Et donc, vous avez une idée de la consommation, en gros, en CO2 de votre projet. Et ça, c'est important de l'avoir parce que du coup, ça permet de dire, ah oui, mais si je mets 15 GPT-4 ou 15 Mistral, etc., bah, ça va avoir un coût à la fois financier et environnemental. Sur les modèles externes, c'est jamais simple. Globalement, on peut essayer de les corréler, enfin les lier au coût financier, mais on ne peut pas vraiment savoir, hein, parce que bien évidemment, il y a un flou. Alors, très rapidement, quelques retours d'expérience. Je veux juste vous donner, c'est un peu architecture, mais c'est pour vous donner. Ça, c'est par exemple, ce qu'on a diffusé, c'est l'helpdesk Docto sur GCP. C'est un exemple, ben voilà, en fait, ces architectures sont pas si simples, on en met pas mal de choses. Ah ben, comment j'évalue, comment je mets du Longsmith, comment je récupère les feedbacks, parce que les feedbacks, ça va être utile pour plein de raisons. Et puis après, bon, bah, j'ai une base vecteur, etc. Donc là, on est plutôt sur du manager, donc principalement. Donc il y a pas mal de choses pour juste arriver à l'utilisateur. Et les sources de données, ici, nous, c'est Confluence, parce que notre documentation, elle est sur Confluence. Puis il y a des documents aussi dans Google Drive, etc. Ça, c'est un assistant augmenté, par exemple, où il y a une problématique de je veux que ça marche dans un environnement souverain. OK, donc dans un environnement souverain, le modèle d'embedding, je vais utiliser un open source, par exemple Camembert. Ah, vous utilisez quelle base on a besoin d'une base vecteur. Quelle base vous utilisez dans votre environnement? Du Postgre? OK, on va utiliser une base Postgre pour faire la base vecteur parce qu'au moins, c'est maintenu chez vous. Pour les modèles pour les modèles de LLM texte, OK, on peut au cas où, mais ça veut dire qu'on sort de l'environnement, utiliser des API externes, mais vu qu'on a des capacités GPU, on peut faire tourner des Mistral, etc. Là, ces derniers temps, on faisait plutôt tourner du Mixtral, mais je l'ai fait dans cet environnement, et du coup, je n'ai pas besoin de passer ici, et donc je me retrouve dans quelque chose qui tourne totalement. Donc le projet RAG tourne totalement dans mon environnement fermé. Donc c'est tout à fait possible, il n'y a pas de complexité. La seule chose, c'est quel modèle LLM Text, globalement, je peux utiliser. Donc aujourd'hui, si je vais sur les meilleurs open source et les derniers qui étaient sortis par Mistral en décembre, le 8x7b, je demande quand même certaines capacités GPU. Euh, mais donc du coup, si je suis capable de le faire tourner dans mon environnement privé, je peux tout faire tourner dans mon environnement privé. Et donc je terminerai sur ce que j'imagine pour le futur du RAG. Déjà, il y a une question qui m'est souvent posée, c'est bon, c'est du RAG ou du fine-tuning? Alors moi, je défends rarement le fine-tuning parce que c'est complexe et c'est coûteux. Mais ça a de la valeur, hein, mais c'est juste, c'est complexe et coûteux, il faut l'avoir en tête. Donc ça dépend un petit peu. Le RAG, c'est qu'une sous-partie de ce qu'on peut faire avec ces LLM. Et ça s'intègre globalement dans plein d'usages. Et donc en fait, c'est soit je vais avoir besoin d'informations externes, de knowledge externe, soit je vais devoir adapter mes modèles. Parce que vous voyez, il y a le prompt engineering, le RAG, etc. Donc, on est passé du RAG simple au RAG modulaire. Ce qu'on voit, c'est on est en train d'ajouter du fine-tuning aussi dans les RAG. J'en ai un petit peu parlé. Donc, c'est un peu les deux. Par contre, ce que je veux, c'est vous évaluer, est-ce que ça a un intérêt? Parce que le fine-tuning, il faut l'avoir en tête, c'est coûteux. OpenAI l'a même montré, hein, c'est coûteux à créer, à maintenir, etc. Donc, si vous êtes capable d'avoir 98% d'efficacité déjà, sans fine-tuning, commencez comme ça et voyez si ça vaut le coup
d'investir pour ce petit 1% ou 2%. 2%, ça m'étonnerait. Et du coup, le RAG demain, globalement, pour moi, ça va être une méthodologie. Il va y avoir une méthodologie qui va changer parce que les modèles LLM texte s'améliorent, hein. C'est ce qu'on a vu c'est en un an, rien que sur la taille de contexte. On a fait à peu près, on multiplie entre 10 et 30 en un an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, GPT-4 accepte 128 000 tokens en entrée. Mixtral, c'est 32 000. Bah ça change parce que on peut se permettre du coup d'avoir un retriever moins bon. On peut lui donner un peu plus de contenu au modèle que ce qu'on pouvait faire avant. Donc déjà, ça change un petit peu la méthodologie. Alors après, ça a un coût, hein, bien sûr. Et c'est un coût qu'il faut avoir en tête. On a en tête que ces coûts ont été divisés par à peu près entre 10 et 20 en un an. Donc si on continue là-dessus, on pourrait se dire que les coûts de ces modèles de LLM texte à efficacité constante, on va se retrouver à un coût qui est divisé encore par 10, par 20. Donc faut avoir ça en tête. Ça peut changer un petit peu la structure. On a aussi l'architecture qui peut être modifiée parce qu'on parle de plus en plus de ces modèles qu'on peut faire tourner en local. Et donc l'architecture que vous allez construire, on pourrait dire, tiens, le LLM texte, je le mets sur l'environnement. C'est chaque utilisateur qui utilisera son LLM texte personnel. Alors, du coup, pour vous, ça coûte moins cher parce que ça tourne sur la machine. Alors, après, mais c'est des architectures qui vont être différentes. Par contre, l'idée principale, ça, je pense qu'on est assez convaincu là-dessus, c'est que ce qui va continuer, c'est qu'on va exposer nos données à ces agents IA, donc nos données et des services. Ça, globalement, c'est en train de devenir le futur des systèmes d'information. C'est j'expose ma donnée, mes services. Il n'y aura pas que le RAG, hein, mais c'est des agents qui vont ils vont pouvoir discuter avec nos données. C'est un peu ce qu'on a vu. Et ça, globalement, ça va continuer, quelles que soient les évolutions sur les LLM textes qu'on est en train de voir. Donc voilà, merci à tous. Vous pouvez poser des questions. Je sais pas si ça a été dit, alors je ne les vois pas encore, mais poser des questions dans le chat. Je fais juste un petit peu de pub. On a la grosse conf qui a été créée sur les sujets de data IA. On a mis beaucoup là-dedans, qui sera le 27 mars. Je vous ai mis juste, par exemple, deux talks qui sont sur cette thématique. Alors, bon, il y en a un, c'est le mien, donc, donc je me fais un peu de pub, mais je vous parlais de ces agents qu'on va mettre dans les systèmes d'information donc, on dit du RAG, mais aussi pas mal d'autres choses. Il y a un collègue, un très bon collègue Philippe, qui va aussi parler de la complexité de ces RAG et donc vous démontrer là, on sera beaucoup plus sur du code, notamment. Et voilà, et après, je vous mets quelques petites pubs, hein. Vous avez une formation sur la sensibilisation de l'intelligence artificielle générative et si vous sentez l'âme d'un octo, on recrute et notamment sur cette thématique. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Il y a plein de sources sur ces thématiques RAG qui bougent beaucoup, mais c'est quand même un sujet qui est principal parce que, comme on l'a vu, c'est assez simple à construire. Assez simple à construire. Et ça fonctionne assez bien. Et donc, n'hésitez pas, ça peut se construire assez rapidement et les résultats sont assez impressionnants. Et on en met partout. Merci à tous et on se retrouve peut-être sur une autre présentation tous les 6 mois. On en fait une sur l'IA générative, donc sur cette thématique. Donc, peut-être que ce ne sera pas du RAG, ce sera autre chose. Merci à tous.